Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la télé Liberté en synchronisation avec la radio Liberté. Bonjour et bienvenue à notre débat quotidien. Naturellement, notre consultant maison, il est toujours disponible. Aujourd'hui encore, c'est avec lui que nous allons décrypter les informations pour vous. Almami Samori Touré, bonjour. Bonjour Amadou. Aujourd'hui, nous allons vous parler naturellement d'une visite qui n'est pas de moindre, la visite du chef d'état-major des forces armées nigériennes au Mali ici, le général Salifou Modi, qui a été reçu en audience par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Nous allons également vous parler de cette semaine qui a été quand même beaucoup au profit du gouvernement malien. Le gouvernement a bougé. Le Premier ministre lui-même, il est à Doha depuis une semaine. Le ministre des Mines, il est au Canada. Et le ministre des Finances a rencontré l'essentiel des responsables de la dépense administrative hier ici à Bamako. C'est dire que notre pays est en train de bouger. Et enfin, nous allons vous parler naturellement de l'incivisme, le comportement de chacun que nous devons observer dans cette situation de Malikoura. Alors, M. Samirou Touré, le chef d'état-major général des forces armées nigériennes, le général Salifou Modi, a été reçu hier par le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il est venu lui rendre compte de l'évolution de la situation, la coopération militaire dans le code de sécurité frontière. Nous savons que le Mali et le Niger partagent plus de 800 km de frontières. Et lui-même, à travers le micro de nos confrères de leur thème, a dit qu'ils travaillent ensemble, la main dans la main, et qu'il est juste venu rendre compte de l'évolution de cette coopération au chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez en tant que citoyen malien? Le Niger, depuis un bon moment, était un peu éloigné. Maintenant, il se rapproche. Nous savons que nous partageons 800 et quelques kilomètres frontières. Nous savons aussi qu'on était ensemble dans le G5 Sahel où le Mali n'est plus. Peut-être que beaucoup de tractations sont en train de se faire pour que le Mali retourne au G5 Sahel. Mais le plus important, c'est que le chef d'état-major des forces armées nigériennes salue la coopération entre le Mali et le Niger, coopération militaire naturellement. Bon, je peux dire que c'est une bonne chose, mais dans la circonstance actuelle, je pense que ça devait être d'autres personnes que les militaires. Mais on comprend bien la situation. Quand on voit les déclarations qu'il y a eu à faire le président Bazoum, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Niger, on doit comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus automatiquement dire des choses et puis revenir. Et on comprend bien que les militaires qui sont sur le terrain, qu'eux ils subissent et ils voient la réalité, sont mieux placés pour venir ici au Mali et discuter réellement des difficultés dont ils ont et les moyens qu'ils peuvent mettre ensemble pour faire face à cette situation de djihadistes. Et si tu vois que c'est le chef d'état-major qui est venu, ce n'est ni le ministre de la Défense, ni le ministre des Affaires étrangères, ni le Premier ministre, ni le président de la République, c'est que, en réalité, les autres se sont trop accoquinés, CEDEAO, Union, la France et tout, alors qu'en réalité, les militaires ont compris que le problème, c'est à leur niveau, à eux. Ce qui est en train de se passer, c'est eux qui subissent les attaques, les morts, les blessés, et ils savent qu'ils ont un intérêt commun avec le Mali. Et en se donnant la main, en échangeant des informations, et souvent même en se mettant ensemble pour combattre, ils ont plus à gagner dans ça que de parler de ceci, c'est ça. Bon, nous, on n'est pas là pour défendre les militaires maliens. Nous sommes là pour défendre l'engagement de ces militaires par rapport à une transition qui va amener notre pays au niveau où il doit être. C'est ça notre position. Et aujourd'hui, notre pays est engagé dans une voie
dont les résultats sont en train de sortir. Le Niger voit ça, les pays voisins voient ça. Et si ceux qui sont sur le terrain réellement viennent dans notre pays, approchent leurs homologues et il est reçu par les plus hautes autorités de notre pays, le Mali, comme nos dirigeants ont eu à le dire, n'a pas de rancune contre un pays. Nous devons travailler les mains dans la main en se respectant mutuellement. Surtout un pays comme le Niger. Qui est un pays frère. Et je pense que, sincèrement, c'est une visite qui est... qu'on doit profiter pour encore dissiper les malentendus, tout ça, on a dépassé ça. Tu sais que beaucoup de choses se disent, voilà, ils sont arrogants, ils sont ceci, ils sont cela. Qu'est-ce que le Niger, qu'est-ce que les dirigeants n'ont pas dit? Oui, à un moment, il y a eu quand même beaucoup de... S'ils sont venus pour vraiment que nous puissions travailler les mains dans la main et ensuite maintenant trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Ça, c'est comme on dit, c'est du terre à terre directement. Il n'y a plus de diplomatie, il n'y a pas de certaines considérations. Bon, moi, en tout cas, je salue et nous faisons notre bénédiction pour que vraiment, s'ils viennent dans la sincérité, s'ils viennent pour vraiment l'engagement de notre pays, parce que notre pays s'est engagé, si tu veux, seul contre tous, au départ. Les gens, au fur et à mesure, ont compris, avec les résultats qui sont sortis, que les dirigeants maliens de la transition ne sont pas venus pour faire, comme on dit, climatiser, machin, tout ça. Les résultats sont là. Les militaires maliens sont confiants. Ils sont sûrs d'eux-mêmes aujourd'hui. Et c'est ce résultat qui a fait en sorte que le chef d'état-major de l'armée du Niger est venu ici. Si c'était le contraire, il n'avait rien à faire ici. Voilà. Et entre eux, porteurs d'uniformes, qui se connaissent, il est facile de dissiper les malentendus et de faire face à... moi, je pense qu'en réalité, entre les militaires, là, il n'y a pas de malentendu. Ok, très bien. Ce sont les politiques. Oui, tout à fait. Sinon, les militaires, ils savent quelle est leur mission. Il a été reçu par le président de la transition, chef de l'État, et c'est pour justement lui faire la situation. Il partage, la zone des 3 frontières. Nous, ce que nous voulons, c'est la sincérité d'abord. Il est venu pour quelque chose, ils sont sincères. Nous, c'est le combat que nous menons. S'ils sont sincères, il n'y a pas de problème, on se donne la main. Et on mène ce combat-là, et moi, je suis sûr et certain que s'ils sont sincères, qu'ils se mettent avec nous, et nous aurons la victoire. De toute façon, le Niger et le Mali, c'est des pays frères qui partagent beaucoup depuis plusieurs années. Bon. Et c'est sûr que ça, c'est une guerre gagnée déjà. À partir du moment où les deux armées sont ensemble à la frontière qu'on connaît là, c'est fini, c'est une guerre gagnée. Ça, c'est sûr, contre l'ennemi commun. L'élection référendaire, initialement prévue pour le 19 mars, est reportée à une date ultérieure. Et les raisons, les raisons évoquées sont la carte biométrique et surtout l'opérationnalisation des nouvelles régions. Comment vous comprenez ça, ce report, alors que si on tient compte du chronogramme, tant qu'il n'y a pas de risque référendaire, tout le reste, c'est pas pour demain. Bon, c'est-à-dire, je prends un seul cas, qui est l'opérationnalité des nouvelles régions. Nous avons discuté la semaine dernière sur ça, pour dire que qu'une disposition n'est prise aujourd'hui pour permettre à ces régions d'être en position pour assumer leur mission. Il y a tout qui manque. Il y a les locaux, il y a le personnel, il y a les moyens qui constituent les véhicules et tout. Et donc, créer les régions comme ça, pour qu'ils puissent être opérationnels, ce n'est pas possible. Si réellement le référendum est subordonné à la mise en place de ces régions, il est tout à fait normal à ce qu'on puisse reporter les élections de manière à ce que le minimum au moins soit garanti dans ce domaine-là. Mais si on reporte les élections, on ne pourra pas respecter le chronogramme tel qu'il a été dicté.
la CEDEAO, à tous nos partenaires. On ne pourra pas respecter notre chronogramme. On a déjà dit ici que la CEDEAO ne compte pas pour nous par rapport à l'intérêt du peuple malien. Oui, mais notre engagement compte quand même. Oui, mais nous n'allons pas piétiner l'intérêt, la dignité de notre pays. C'est-à-dire, si nous devons bâcler parce qu'il y a la CEDEAO, finalement, ça se retourne contre nous. Donc, nous préférons qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais on prendra le temps nécessaire qu'il faut pour faire face à nos engagements. En ce moment, on ne respectera pas nos engagements face à l'international, aux partenaires. Je viens de le dire que l'intérêt du peuple malien est supérieur à tout ça. C'est ça. Donc on ne va pas dire parce qu'on a eu à dire c'est qui. Et si on nous brandit l'embargo, on n'a pas peur d'avoir l'embargo, on est trop fatigué au Mali. Bon, on ne souhaite pas avoir un second mot. Parce que par manque de respect de notre programme. Ceux qui brandissent l'embargo, c'est eux qui ne souhaitent pas l'embargo parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé quand ils ont brandi l'embargo. Le Mali, non, moi je pense qu'on a dépassé la question d'embargo. Tout le monde, tous ceux qui font l'embargo là, en Europe, contre la Russie, ainsi de suite, ben, ça s'est retourné contre eux. Par conséquent, nous, on ne voit pas ça. On voit vraiment l'intérêt de notre pays, qu'il faut absolument que ce que nous faisions, je ne dis pas que ça soit sans faute, mais que ça répond réellement à l'attente. Mais ce n'est pas parce que on a dit ceci, mais quand on voit qu'en allant en ce sens, il y a des choses qui sont essentielles qu'on ne va pas pouvoir faire, il vaut mieux attendre de les faire pour pouvoir avancer. Oui, mais voilà. On a expliqué tout ça aux partenaires. On était, de 18 mois, on est venu à... Les partenaires, c'est quand même la CEDEAO, les partenaires, c'est l'Union européenne, les partenaires, c'est l'Union africaine. Les partenaires, là, ils sont là pour le peuple malien ou ils sont là pour leur calendrier ou s'ils sont là pour vraiment l'intérêt de notre pays. Moi, je viens de te dire, Amadou, nous sommes d'accord à ce qu'on reporte s'il faut, si c'est pour mieux faire, si c'est pour bien faire. En ce moment, si on doit reporter au niveau national, est-ce qu'on ne va pas prendre, on ne va pas faire en sorte que les différents acteurs se retrouvent pour s'entendre, pour qu'il y ait un consensus? Est-ce qu'on peut reporter comme ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ils sont en train de travailler. Ouais. Ils sont en train de travailler. Au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que il y a des difficultés et que si nous devons continuer comme ça, c'est-à-dire qu'en tenant compte des dates butoirs, on va se retrouver avec des choses inachevées. Par conséquent, il vaut mieux vraiment aller doucement, avec sécurité et des objectifs qui sont atteints et on avance au fur et à mesure. Alors, si on tient compte de ce que vous dites, ça veut dire que, est-ce qu'on peut faire les élections sans tenir compte des nouvelles régions? Et comme ça, on va se préparer pour que dans 5 ans, Non, Amadou, moi, tu viens de dire que c'est à cause du fait que ces nouvelles régions ne sont pas opérationnelles qu'on a reporté les élections. Jusqu'à quelle date? Non, moi, je ne suis pas décideur. Tu as posé la question. Et on sait ce qui est en train de se faire. Donc, si c'est à cause de ça, nous pensons que c'est vraiment légitime à ce que nous attendons. On ne sait pas, quelques mois, semaines, tu vois. Mais il faut attendre pour bien faire, au lieu de faire la fuite en avant. Je comprends ce que vous faites. Vous voulez que toutes ces régions-là soient opérationnelles d'abord? C'est pas moi je veux. Non, moi, je parle de nous. Tu as posé une question parce que c'est votre vision. À cause de tel truc. Moi, j'ai donné raison parce que j'ai dit nous préférons vraiment aller doucement avec de bons résultats que d'aller vite en bâclant les choses. Ça. Très bien, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que dans ce contexte-là, on ne va pas respecter le chronogramme tel qu'il a été proposé? Et est-ce que les partenaires, vous avez... Est-ce qu'il y a encore partenaires? Il y a des partenaires, oui. C'est qui? Le dernier, Goodluck Jonathan, a quitté il n'y a pas longtemps. C'est qui c'était partenaire? Il est la CEDEAO. Ah ben, ça. CEDEAO. Vous ne voulez pas entendre parler de la CEDEAO? Non, ben, moi, je dis, c'est pas parce que je ne veux pas entendre parler. Mais nous sommes membres de la CEDEAO. CEDEAO. La CEDEAO, tu as vu. Au départ, tout ce que la CEDEAO faisait contre le Mali était déjà dicté par les dirigeants français. Et ils ne s'en cachaient pas.
Mais beaucoup. Ils ne s'en cachaient pas. Ils disent, Monsieur le Président de la République française disait que j'ai instruit au président du Ghana pour qu'il puisse prendre des dispositions contre tel ou tel pays. Ça, ils ne s'en cachaient pas. Aujourd'hui, parce que le Mali s'est battu, le Mali s'est fait respecter, aujourd'hui, ils n'osent pas faire des déclarations de cette nature. Non, moi, je ne parle pas de la France, je parle de la CEDEAO. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a instruit des choses à la CEDEAO pour qu'il le fasse contre nous. Il ne pourra plus faire ça aujourd'hui. Voilà, justement. Il a dit ouvertement, tout le monde le sait. Il ne pourra plus faire ça aujourd'hui. Hein? Alors, ça, c'était par rapport à l'opérationnalisation des régions et par rapport à la carte biométrique. Bon, vous avez eu votre carte, hein? Non, moi, je n'ai pas eu la carte. Moi, je me suis enroulé, mais je n'ai pas eu ma carte. Depuis combien de temps? Non, je n'ai pas d'informations sérieuses qui me dit les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, les cartes n'ont pas été distribuées, ceux qui se sont enroulés. Donc, nous attendons des informations par rapport à ça, et c'est nécessaire pour que les gens puissent comprendre. Voilà les raisons pour lesquelles il y a eu le retard. Et vous savez, quand on veut bien faire, il faut prendre son temps. C'est ce que j'ai eu à te dire. En matière d'élection, il y a toujours des petits trucs à la dernière minute, hein, en matière d'élection. C'est-à-dire et dans notre cas, ici au Mali, tant que le référendum là n'est pas passé, rien ne vient après. Ça, c'est évident, puisque tout est lié au référendum, parce que c'est la Constitution, c'est à partir de la Constitution qu'on crée les lois et les décrets. Si le référendum n'est pas là, c'est vrai qu'il n'y aura pas. Mais je pense que personne au Mali n'a intérêt à ce qu'on reporte sine die ces élections. Personne n'a intérêt. Oui, mais est-ce qu'avec la situation d'insécurité qui perdure, parce que dans la Constitution aussi, il est dit que tant qu'une partie de l'État est occupée, du territoire occupé, on ne peut pas faire des élections. Bon. Ça aussi, c'est une autre preuve, c'est une autre raison. Je pense que des efforts sont en train d'être faits pour pouvoir faire face à ces difficultés-là. Ok, d'accord. Alors, cette semaine, on constate que le Mali est sur tous les fronts. Le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, est à Doha, là-bas au Qatar. Le ministre des Mines, il est au Canada, avec une forte délégation également. Et le ministre des Finances, lui, hier déjà, présidait l'ensemble des décideurs de la dépense au niveau national, où il a donné instruction de prioriser la production nationale en matière de commandes, singulièrement au DFM. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le ministre des Finances vraiment tient compte des opérateurs économiques de notre pays qui souffrent aujourd'hui et qu'ils essaient de trouver d'autres débouchés qui n'est pas les débouchés traditionnels. Notre ministre des Mines est parti au Canada. Et il est évident que c'est pour montrer la disponibilité du Mali de coopérer avec tous les pays qui nous respectent et qui veulent vraiment échanger avec nous égal à égal. Et faire profiter, comme le ministre des Finances a eu à le dire, nos opérateurs. Parce que aujourd'hui, le Mali, ils sont en train de changer le code minier pour l'adapter encore mieux pour que nos populations puissent vraiment bénéficier. Et quand on prend du cas de l'or, il y a des petites mines, il y a des grandes mines, et ces petites mines permettent à nos populations, à les paysans, si ce n'est pas le moment pour aller au champ, ils peuvent aller exploiter ces petites mines et ça augmente notre productivité en les respectant. Et si aussi on laisse, c'est-à-dire on met plus de facilité aux opérateurs économiques maliens d'accéder à ces grandes mines,
d'avoir des partenaires étrangers pour qu'il y ait plusieurs moyens d'exploitation, et que ce soit industriel, les orpailleurs, ça peut permettre au Mali d'être à la première place en Afrique, puisque nous l'avons dans notre sous-sol, mais c'est l'exploitation qui nous manque. Donc il faut que tout le monde soit mis, les opérateurs économiques, les paysans, les orpailleurs. Si nous nous mettons, nous pouvons doubler notre production aujourd'hui. Et c'est ce qui va permettre à notre gouvernement de mettre sur rail le chemin de notre développement. Et dire, voilà, le gouvernement, ce n'est pas son rôle de donner à manger. C'est son rôle de permettre aux gens de travailler pour qu'ils puissent se payer à manger. C'est dans ce sens que le ministre des Finances constate que... Donc, dans ces cas-là, je pense que notre gouvernement est dans la bonne voie. Parce que nous sommes immensément riches. Mais si on n'exploite pas, ça ne sert à rien, comme ça a été depuis notre indépendance. Donc, tout ce que nous avons dans notre sous-sol, que ce soit le pétrole, le gaz, le lithium, l'hydrogène et tout ce qui s'ensuit, on doit les exploiter. Il ne s'agit pas de dire on a ça, on a ça, on a ça, ça ne s'exploite pas. Il faut les exploiter. Et c'est ce qui va permettre. L'exploitation seulement permet de créer des emplois. Ça permet de donner les moyens pour garantir nos échanges à l'extérieur. Et ça permet aussi d'avoir des machines-outils, de faire en sorte que la plupart de ce que nous produisons ne soit pas allé à l'état brut à l'extérieur. Que nous ayons les moyens de les transformer chez nous d'abord, qui donnent de la valeur ajoutée et qui permettent de créer des emplois et qui permet à notre pays aussi de s'engager dans la voie du développement et de l'industrialisation. Très bien. Chers auditeurs, téléspectateurs, auditeurs parce que nous sommes en synchronisation avec la Radio Liberté, la Télé Liberté, toujours avec notre consultant maison. Et nous allons parler maintenant de l'expression en mandé, la Guinée et l'ambé, voilà exactement. L'ambé qui veut dire? Bon, l'ambé c'est notre culture, c'est-à-dire que... C'est culturel? C'est culturel. L'ambé c'est quand on veut le traduire réellement, c'est-à-dire que notre pays est basé sur des valeurs. Voilà, des valeurs qui sont là. Notre constitution, on est obligé de tenir compte de notre lambé pour pouvoir faire certaines choses. De notre culture. Voilà, de notre culture. Ah, okay. Tu vois, que ce soit sur le plan musical ou autre. On en a fait, donc ce qui s'est passé entre il y a une émission en Guinée, lambé, et il y a une émission au Mali aussi, qui est pratiquement la même chose. C'est eux qui se sont décidés, à la demande de la partie guinéenne, de venir faire ce concert ici, au Mali. Et ça s'est passé le vendredi passé. Hein. Et comme vous êtes... C'était le samedi. Oui, tout à fait, samedi. Ouais. La coproduction ORTM, ERTG, RTG et l'ORTM. Et ça a été sous la présidence des deux présidents de transition guinéenne et malienne. Et puis beaucoup de personnalités. Notre ministre de la Communication. Et vous avez noté... Vous avez noté quoi de commun entre les deux? C'est une bonne initiative qui met en valeur qui met en exergue nos valeurs, mais vous avez noté quoi de très important? On a beaucoup de choses en commun avec la Guinée. Parce que d'abord, on n'a pas été obligé de parler en français pour se comprendre. Et la culture, la musique qui est là, et il y avait deux vedettes de la chanson, et ils ont tous chanté dans la même langue. Oui. Donc, ça, c'est déjà montrer qu'il n'y a pas d'obstacle, sauf les frontières qu'on a mis entre nous. Et l'objectif réellement de cette émission était de sensibiliser nos autorités, de faire des efforts de manière à ce que ces frontières-là disparaissent.
Entre le Mali et la Guinée? Entre le Mali et la Guinée, que ça disparaisse parce qu'il n'y en avait pas de frontières. C'était le même pays, le même mandin. Et donc, moi, je pense que ces artistes-là, ils sont dans leur rôle de sensibilisation. Tout ce que les paroliers, les historiens ont eu à dire ces jours-là, quand ils parlent d'une personne ici, ils parlent de l'autre, ils se trouvent en Guinée. C'est la même chose. C'est ça. Quand on a parlé là-bas de Kouroukanfouga se trouve au Mali. Quand on parle de la capitale de l'Empire du Mali, Niani, ça se trouve en Guinée. Ouais. Bon, rien que ça seulement, on comprend que c'est le même pays, c'est le même peuple. Donc, c'est une initiative qui est à saluer. Et nous attendons aussi le tour du Mali pour demander à ceux qui partent en Guinée et qui œuvrent dans le même sens pour que réellement ces frontières-là, aujourd'hui, ça nous a été imposé dans le temps. Mais c'est nous-mêmes qui maintenons ces frontières-là aujourd'hui. Pour donner raison à tous ceux qui pensent qu'en réalité, la vraie intégration commence par la culture. Absolument, par la culture. Et c'est la culture qui est en train de demander à ce qu'on ouvre les frontières, que les peuples qui sont les mêmes puissent partir d'un côté ou de l'autre. Librement. Voilà, librement. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme, mais avant nous allons parler de l'incivisme. L'incivisme va grandissant sur toutes les destinations dans cette ville de Bamako et voir sur l'étendue du territoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'incivisme? On a beaucoup sensibilisé dans tous les domaines, mais le plus flagrant, c'est quand même dans la circulation routière. On a beaucoup sensibilisé, Amadou, mais on doit continuer encore à sensibiliser. C'est une nécessité absolue pour que nous puissions vraiment avoir des résultats dans ce sens-là. L'incivisme touche partout. C'est comme la corruption. Il faut du temps pour pouvoir sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de sensibilisation, quelqu'un va faire quelque chose, il n'a pas honte. Mais s'il est sensibilisé, il fait ces bêtises-là, il se rend compte que vraiment, il ne devait pas le faire. C'est la sensibilisation qui amène l'homme à comprendre que voilà ce que je dois faire, voilà ce que je ne dois pas faire. Parce que si je fais ça, je nuis à d'autres personnes. Donc, on en fait tous les jours, dans tous les domaines. On ne doit pas. Non, et plus on en fait, plus on doit continuer à le faire. L'éducation, c'est ça. Vous ne pensez pas qu'il faut commencer à sanctionner de temps en temps? Je pense que c'est comme l'école. On ne peut pas fermer l'école en disant qu'on a déjà... Non, il faut continuer à le faire. Et ça va permettre plus tard, les jeunes enfants qui sont là aujourd'hui vont devenir des adultes bien avisés, bien éduqués, bien sensibilisés. Ça va faire en sorte que ça va diminuer l'incivisme. Ça va diminuer l'incivisme. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin notre débat d'aujourd'hui. L'invité du jour, c'est notre consultant maison, Almami Samarou Touré. Merci beaucoup. Merci. De l'autre côté de la belle vitrée, vous avez la technique qui est assurée par Diakaridia Dambélé et bien sûr Ahmed Gassama au microphone ici pour ces questions. Votre serviteur Amadou Maïga. Merci beaucoup pour votre fidélité. Plaisir à Dieu, nous nous retrouvons lundi pour un autre débat.